Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Atari, l'émission de débat de Criticat. Alors ce mois-ci on va parler de Showing Up de Kelly Reichardt. Le film raconte la préparation d'une première exposition d'une artiste qui s'appelle donc Lizzie. Il se trouve que sa voisine, qui est aussi la propriétaire de son appartement, Jo, est elle aussi artiste et qui connaît un peu plus de succès. Et donc le film raconte un petit peu peut-être la concurrence qu'il y a entre les deux. Les deux aussi se connaissent depuis une école d'art où elles fréquentent d'autres artistes. Pour en parler ce mois-ci, Marin Gérard. Salut Quentin. Et Josué Morel. Salut Quentin. Alors il se trouve, le hasard fait bien les choses, que vous aviez tous les deux écrit deux textes différents à la sortie de First Co, alors que Josué, ça ne t'avait pas convaincu, Marin, ça t'avait beaucoup plu. Est-ce que donc Showing Up, qui est le nouveau film de Kelly Reichardt et que tu as vu à Cannes l'an dernier, que tu viens de revoir, pourrait permettre peut-être de vous réconcilier pour ce film? Eh bien, il me semble que oui, mais on va avoir l'occasion d'en parler. Non, c'est vrai que First Co était comme un film assez imposant dans la filmographie de Kelly Reichardt, qui avait cette espèce d'ambition de métaphorique pour raconter les débuts du capitalisme quelque part, même si finalement l'intrigue était quand même assez resserrée. Mais là, on est à un film qui est effectivement beaucoup plus resserré. On le disait un peu avant sur le ton de la blague, mais un pigeon a remplacé la vache quelque part, donc on est sur un animal vraiment beaucoup plus petit. Oui, je ne l'ai pas précisé. Lizzie récupère un pigeon et va essayer de s'en. Et c'est un peu au fond ce qui fera la seule espèce d'intrigue vraiment, puisque le pigeon, il me semble, arrive quand même au bout de 20 voire 30 minutes de film, et c'est vrai que la façon dont ce pigeon va faire des allers-retours entre la maison de Lizzie et celle de Joe, et la façon dont elles vont s'en occuper, et puis on le verra, on en parlera peut-être un peu plus tard, la façon dont se termine le film sera un peu liée à comment on prend soin ou non de ce pigeon. Et c'est vrai que pour repartir de First Co aussi, il y a une différence assez notable, qui est que dans First Co, le personnage principal, donc incarné par John Magaro, était profondément bon. Et là, Showing Up prend un peu le contre-pied avec Michelle Williams, qui incarne une Lizzie assez mal aimable, qui d'ailleurs, à l'inverse de son rôle dans The Fabelmans, où elle a toujours des espèces de sourires un peu dément qui cachent un grand mal-être, Michelle Williams passe ici les 3/4 du film le visage vraiment complètement fermé. Avec des cernes, elle a l'air déprimée en fait. Elle a l'air assez déprimée, mais avec une sorte de rage contenue qui parfois explose, mais toujours en chuchotant presque. Et je trouve que c'est un personnage vraiment assez génial, qui va faire d'ailleurs assez vite le constat seul en disant I'm bad au début du film, et qui va connaît, en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une vraie intrigue liée à la question de l'art dans le film. Moi, il y a un truc qui me passionne dans les films qui mettent en scène un autre art que le cinéma, c'est est-ce qu'on peut croire finalement à cet autre art qu'on voit. On en avait d'ailleurs parlé, il me semble, dans l'épisode d'Euphoria. On avait consacré un épisode d'Atari à la dernière saison d'Euphoria, oui, sur le et je disais que pour moi ça marchait pas justement sur la question du théâtre, et ici je trouve que ça marche très bien sur la question de l'art contemporain. Elle fait des petites sculptures. Elle fait des petites sculptures, dès le générique du début on voit des petites aquarelles qui sont comme des esquisses de brouillon pour ensuite travailler ces sculptures, et il y a déjà une vraie qualité à ces aquarelles, de bizarrerie du mouvement, de la couleur, et on comprend assez vite que son processus d'artiste, qui est au fond assez simple, va être de retracer ce mouvement, ces drôles de couleurs, cette espèce de légèreté de la peinture à l'aquarelle dans des sculptures, qui est censé être quelque chose de beaucoup plus figé. Et le film qui se passe autour d'une communauté, d'une école d'art qui a l'air assez réputée, où il y a peu d'élèves mais qui ont tous des projets en cours, va mettre en scène un grand nombre d'œuvres de façon, je trouve, très convaincante, mais en évitant le cliché de l'artiste génial incompris, puisque finalement Lizzie est une artiste peut-être un peu moyenne. Enfin, on apprend à aimer ses sculptures modeste, tout au long du film, modeste. Et à partir de ce milieu de l'art contemporain, mais de jeunes artistes qui vraiment sont
n'ont pas encore percé quelque part, Kelly Reichardt va pouvoir explorer à nouveau, moi, un thème qui était très important pour moi dans ces films, notamment dans celui que je préfère d'elle, qui est sans doute All Joy, à savoir les amitiés qui se délitent et voilà, que des relations un peu troubles, pleines de non-dits, qu'elle va explorer pour faire voilà, comme un point sentimental un peu trouble sur là où en sont ces personnages, et c'est fait, je trouve, de manière très subtile dans ce film. Et alors José, je me tourne vers toi. Tu n'avais pas été convaincu par First Co. Qu'est-ce qui là justement te ferait peut-être changer d'avis? Il me semble que Marin évoquait la scène d'ouverture, notamment ça en fait partie peut-être de ce qui t'a plus plu que le dernier film. Alors c'est une bonne question parce que j'avais pas prévu de repartir de First Co. Alors moi First Co m'avait déçu notamment au regard de son film précédent que moi est pour le coup mon préféré, donc on n'a pas tout à fait les films préférés de Reichardt, qui était Certain Woman, parce que précisément il me semblait que c'était le film où la précision de son découpage atteignait une forme d'accomplissement, de maturité, et que vraiment c'était un grand film, alors que First Co, et tu l'as dit, tu as parlé de métaphorique, me semblait aller sur un terrain métaphorique, allégorique, et une mise en scène un peu plus flottante que moi je trouvais même un peu doucereuse. Bon. Et là, ce qui me séduit et qui me réconcilie avec Reichardt, on n'est pas été fâché très longtemps, c'est qu'elle revient à quelque chose de plus précis dans son découpage, alors qui n'est pas aussi précis d'une certaine manière que Certain Woman, aussi ça tient peut-être aussi précisément à ce que raconte le film. Alors tu vois, c'est intéressant parce que on est plus ou moins d'accord, Marin et moi, mais on entrerait par le film par des biais différents. C'est-à-dire que moi, je partirais pas forcément de l'amitié, rivalité, même si c'est évidemment, tu as tout à fait raison, un motif récurrent du cinéma de Reichardt. Je partirais en fait du nœud du personnage, parce que on l'a un peu esquissé, le fait que ce soit un personnage à la lisière d'être antipathique, c'est une forme de portrait assez cruel d'une artiste qui fondamentalement voudrait fixer les choses, fixer même presque au sens, plusieurs sens du terme, puisqu'elle voudrait aussi réparer, fixe sa chaudière, c'est un peu un des éléments récurrents de l'intrigue, puisque sa voisine est aussi le propriétaire de l'appartement qu'elle loue. Et en fait, son drame, c'est que précisément autour d'elle, la vie est en mouvement. Le premier travelling, c'est un pneu qui roule dès le début. C'est très très beau. C'est la manière, par exemple, dont le personnage de Jo, donc sa voisine rivale, est introduite. C'est-à-dire qu'on voit un travelling qui la suit et en fait, elle veut attacher un pneu à un arbre pour faire une balançoire. Et là, il y a un champ contre champ. C'est la première discussion entre les deux personnages. Où d'un côté, on a le personnage de Michelle Williams qui est complètement raide, rigide, qui est redoublé en plus à côté d'elle par l'arrêt d'une porte du jardin. Et en contre-champ, on a le personnage de Jo qui est un peu dans la même disposition, sauf que l'arrêt très fixe de la porte est remplacé par une corde, et une corde qui est en train de flotter. C'est-à-dire qu'on a un personnage qui est dans le mouvement, qui est en train d'agir, et un autre au contraire qui est complètement rigide, et c'est confirmé le plan d'après, où on a un nouveau travelling, cette fois qui suit un skater, et en fait le travelling s'arrête quand la caméra arrive au moment où on croise le personnage de Michelle Williams qui est assis par terre en train de ramasser quelque chose sur un espèce de chandelier, je crois, ou un luminaire, enfin bref. Et en fait, c'est quelque chose de récurrent dans le film, c'est-à-dire que elle fait de la sculpture. Là, on voit beaucoup de gens qui font de la peinture. À un moment même, elle est en train d'arpenter un couloir et on voit une jeune artiste qui est assise par terre et qui fait une espèce de fresque. Et donc, en fait, avance en fait. Exactement. Voilà, le mouvement même artistique est lié à une question de mouvement, alors qu'elle n'est pas du tout dans le mouvement, elle est dans la fixité, mais qui est entourée de choses vivantes en mouvement. Évidemment, en premier lieu, les animaux. C'est aussi précisément là où il y aurait encore un petit reste allégorique. Ce serait sur le pigeon, puisque le pigeon précisément est un pigeon au début donc qu'elle éjecte du cadre, puisque elle ne fait pas que le secourir, en fait, c'est à l'origine, c'est son chat qui l'a attaqué et elle essaie de s'en débarrasser. Et quand le pigeon est réduit à un état d'immobilité, de fixité, tout d'un coup, ça devient une espèce de présence affectueuse, etc. Ça devient un peu une sculpture. Aussi, et le drame, c'est quelque part, c'est qu'au moment où elle sculpte, la fin est très bien ficelée à ce niveau-là, c'est qu'au moment où elle présente ses sculptures, et bien précisément, le pigeon va retrouver sa mobilité, et que c'est précisément ce que raconte le film, c'est-à-dire qu'il y aurait une espèce de vacuité, de vouloir fixer les choses précisément ne sont pas fixables, et c'est là où il y aurait quelque chose d'un peu flottant et en même temps de tout à fait cohérent, c'est que le film organise par exemple tout un ballet, toute une vie autour du personnage par des plans de coupe qui peuvent paraître au début, mais on se dit mais qu'est-ce que ça raconte précisément de la vie en fait sur le campus. Et par exemple il y a un moment, il y a une artiste invitée qui est un peu renommée, qui va être aussi un des personnages un peu récurrents de l'intrigue, si on peut appeler ça comme ça, et à un moment il voit des gens danser dans une espèce d'atelier d'art d'expression. Elle fait mais qu'est-ce que c'est que ce cours, et elle dit c'est un cours de mouvement et de pensée, ou de pensée et de mouvement, je sais plus. La pensée par le mouvement. Voilà, exactement.
Et là où ça devient assez précis sur le découpage, c'est par exemple le rapport à la famille. Alors c'est intéressant parce qu'on se faisait la réflexion sur le long du film, on n'y avait pas pensé, surtout qu'on avait vu le film avant, mais en fait il y a des points communs avec The Fabelmans de Steven Spielberg, ne serait-ce que il y a 2 acteurs en commun, puisqu'il y a à la fois Michelle Williams et il y a John Hirsch, exactement. Et il y aurait aussi quelque chose sur le rapport d'une artiste qui serait un peu contrainte, etc. Mais aussi le rapport entre la famille et l'art. Par exemple, il y a un plan assez beau. Au tout début, en fait, son atelier est dans un espèce de garage, le garage vraiment que lui a loué, enfin qu'elle a loué auprès de Joe. Et à un moment, elle décide de passer un coup de téléphone justement à son père, je crois. Non, son père, c'est peut-être dans la cuisine. Ça doit être à son frère. Et en fait, le garage est à moitié ouvert et elle passe sous le garage. Et donc, il y a bien 2 espaces dans la profondeur de champ entre l'espace du travail, l'espace de la famille. Et il y a aussi quelque chose d'assez frappant, c'est qu'en fait, quand elle discute au téléphone avec sa famille, il y a une autre conversation plus tard dans le film qui jouera la même logique quand elle appelle sa mère pour prendre des nouvelles justement de son frère, où elle va sortir de la galerie, et de l'autre côté de la galerie, on voit les organisatrices qui sont en train de regarder ses sculptures. C'est qu'elle marche. Elle marche en téléphonant et en fait la famille est associée à un mouvement. C'est aussi quelque chose d'assez intéressant dans la disposition du film puisqu'on comprend que c'est un personnage qui aussi est obligé de faire un boulot alimentaire pour pouvoir subvenir à ses besoins. Donc elle bosse en fait en tant que secrétaire dans l'école et on devine au fur et à mesure que sa patronne c'est sa mère. Et en fait sa mère, là aussi il y a un détail qui est très amusant et dont on comprend exactement les contours au milieu du film. C'est-à-dire qu'il y a ce très étrange, c'est que le secrétariat est ouvert. C'est aussi un lieu, même elle s'en défend, elle dit c'est pas une cafétéria à un étudiant qui demande une tasse de café, mais en même temps c'est un lieu de passage, c'est un peu un lieu de carrefour. Donc les gens se déplacent, sont en mouvement, elle reste toujours fixe à son ordinateur. Et il y a un détail un peu amusant, c'est qu'il y a une espèce de grosse boule de poils blanche qui est devant la porte. Au début on se demande ce que c'est, on dirait presque un tapis parce que ça bouge pas. Et en fait c'est le chien de la mère. Et le chien de la mère induit pour le coup, même s'il est fixe, un mouvement, puisque les personnages l'enjambent. Et en fait on découvre bien plus tard dans le film que ce chien, on le retrouve dans l'espace de la mère qui est donc sa maison, le seuil entre sa maison et son jardin, et que donc en fait elle apporte un élément du domestique dans son boulot, à ce secrétariat, etc. Donc voilà, le film d'une certaine manière va creuser comme ça tout au long de son récit qui en effet est ramassé sur quelques jours et sur un ensemble de nœuds et surtout un ensemble de frustrations, puisque c'est un personnage qui à la fois essaie de mener son exposition, qui ressent visiblement une forme d'acrimonie, de jalousie vis-à-vis de cette voisine rivale qui est à la fois une partenaire mais qui est aussi un peu son miroir inversé, qui est un personnage qui est en réussite, qui est un personnage qui pour le coup est entouré, qui est tout le temps dynamique, qu'on voit aussi travailler de manière beaucoup plus dynamique, alors que le personnage de Lézy est au contraire quelqu'un qui va essayer de fixer les choses, qui essaie de les durcir. Il y a aussi cette idée que sa statue préférée est à moitié brûlée, qu'il y a quelque chose qui échappe à son contrôle. Enfin voilà, le film travaille quelque chose d'assez cohérent là-dessus et surtout d'assez beau, quoi. C'est-à-dire de ce nœud un peu paradoxal de l'art et de cette souffrance que ça implique, d'essayer de fixer l'essence des choses, parfois de manière complètement vaine, parfois même de manière complètement névrotique. Il y aurait presque ce jusqu'au boutisme-là, ce serait le personnage du frère, qui est un personnage qui s'enterre littéralement et qui creuse un point de manière névrotique et compulsive, et qui serait peut-être potentiellement cet horizon-là, cet horizon mortifère de la fixité dans l'art, quoi. Moi je trouve que c'est quelque chose d'intéressant, je te laisserai la parole après Marin. Il y a ce côté comme ça un peu vertical du film en fait, où il y a le personnage du frère, donc il creuse, à un moment creuse des trous, on sait pas pourquoi. Il creuse des bouches dans la terre. Il dit à sa sœur, donc il faut écouter le son de la terre, je crois, ou les cris de la terre, je sais plus exactement, écoute le vent, enfin voilà, il lui dit certaines choses et ça, voilà, ça lui. La terre parle. Ouais. Voilà. Et le dernier plan du film, ça va être plutôt des contre-plongées sur les arbres, et on voit le personnage qui marche. Au loin comme ça. Il suit une suite de fils télégraphiques. Alors ça rappelle aussi l'ouverture de Alljoy qui s'ouvrait sur ça, sur Bird on the Wire quelque part, c'est-à-dire vraiment d'un oiseau sur. C'est la recherche. On cherche l'oiseau, quoi. C'est des plans où on cherche l'oiseau disparu et finalement c'est presque une blague un peu tendre. Ça termine par le roucoulement comme si on était dans le point de vue de l'oiseau sur un peu l'amitié réparée. Qui s'éloigne et le travelling. Et en même temps, ce qui est très beau dans cette fin, c'est qu'à l'origine, quand même, le personnage quitte son exposition pour suivre l'oiseau, et en fait au bout d'un moment on ne suit plus l'oiseau parce qu'on voit bien qu'il a disparu, on suit juste les lignes télégraphiques, et puis il y a un personnage qui décide d'aller acheter des clopes et on continue d'avancer, et en fait c'est que le personnage, sans s'en rendre compte, a été arraché presque sa forme d'inertie et devient intégré dans un mouvement qui serait le mouvement de la vie pour aller sur quelque chose d'un peu plus grandiloquent, mais ça serait ça. Il y a un mouvement d'élévation aussi presque, parce que ces statues elle est faite d'abord dans son garage qui est dans le sous-sol, et puis en fait avec l'oiseau qu'elle est obligée monte à l'étage. Elle monte à l'étage, voilà, elle monte à l'espèce de rez-de-chaussée de la maison, mais c'est quand même l'étage, et donc du coup elle va
va pas arrêter de monter, de descendre des marches aussi. À un moment, il y a une contre-plongée, je sais pas si on pourra la montrer, où on a Joe qui va chercher son téléphone dessous, comme ça. Et il y a comme ça un jeu comme ça de tension qui l'attire vers le haut, vers le bas, et le film s'appelle Showing Up, donc c'est peut-être pas pour rien. Et d'ailleurs, elle fait des sculptures où les personnages sont soit allongés, soit un petit peu en mouvement comme ça, avec les bras en l'air. Enfin, il y a toujours presque il y a ce en l'air, côté-là. ouais. Même presque en train de flotter, parce que les jambes n'ont pas l'air de toucher terre exactement. Ouais. Et moi, je voulais te poser une question, Marin, parce que il me semble que tu as vu quasiment tous les films de Ray-Card. Hein. Moi, c'est pas mon cas. Tu disais à Cannes que ça restait un film presque minuscule, mais en fait, en le dépliant, on se rend compte que pas tant que ça. Est-ce que du coup, comment toi tu le situerais par rapport à Ray-Card ? Est-ce que Ray-Card a toujours fait des films comme ça, ou en fait là, c'est presque un de ses plus petits films entre guillemets ? En fait, je disais minuscule parce que, mais pour moi, c'est pas une mauvaise chose par ailleurs. Je disais minuscule et magnifique. Pour moi, c'était vraiment là ne va pas sur l'autre. C'est plutôt dans une certaine manière par rapport au reste de la production cinématographique, de se défaire de peut-être d'un récit un peu envahissant. Là, il y a quelque chose qui m'a amusé dans le film en le revoyant, c'est qu'il y a presque les bases d'un vrai récit classique sur une artiste, mais quelque part ça ne fonctionne qu'en sous-marin, par exemple avec cette artiste un peu plus renommée sur le campus qui devient vaguement amie avec elle et qui lui dit qu'elle va amener une galeriste à New York. Là tout de suite on repart sur les rails de la fiction quelqu'un de connu va venir à mon exposition, peut-être que je vais accéder au stade supérieur de la renommée, mais non, en fait on s'en fiche un peu de cette femme, et finalement d'ailleurs elle partira de l'exposition. Oui, je pense que les films de Kelly Reichardt, la plupart en tout cas, sont des films assez humbles. Parce que moi j'ai vu la dernière piste, c'est Night Move, c'était quand même des films assez imposants. Oui, c'est vrai que tu as vu les deux, peut-être avec First Co, qui sont les plus imposants, mais il y a eu des... en fait, les films en dehors de la dernière piste avec Michelle Williams sont peut-être un peu plus resserrés. Wendy et Lucy par exemple aussi partagent peut-être un certain nombre de points communs avec Showing Up sur son personnage un peu indécis comme ça, qui subit un peu l'existence, mais des personnages aussi un peu prisonniers. Moi ça me semble quelque chose d'un peu récurrent. Certain Woman était vraiment magnifique là-dessus, c'est-à-dire des personnages qui sont pris aussi un petit peu dans les raies d'un filet, qui essaient quelque part de s'en extirper. Et là il y aura un plan assez beau qui rappelle cet horizon-là du cinéma de Kelly Reichardt, c'est quand le personnage de Michelle Williams se voit un peu en amont l'exposition de sa rivale et qu'elle est filmée à travers la toile d'araignée, et qui aurait, on devine même sa réaction non plus en regardant l'œuvre mais uniquement sur le contre-champ, c'est la manière dont ses yeux naviguent sur les quatre coins de l'œuvre. Et là il y aurait quelque chose d'un peu cruel, ce sentiment aussi d'à la fois d'envie, de colère, de mêlée, de ce personnage dont elle est quand même techniquement un peu dépendante. Et là, il y a quelque chose il faut insister là-dessus, je pense, une forme de cruauté dont quelque part, même s'il y avait cette espèce d'ouverture un peu tragique, First Co était quelque part dénué. Il y avait quelque chose, de mon avis, de beaucoup plus doux. Enfin, on va pas refaire la polémique sur First Co, on en a déjà. Il y a deux textes sur Critique. Et surtout, on en a beaucoup parlé dans la rédaction. C'est un film quand même qui nous a occupé un certain nombre de mois et sur lequel globalement on n'était pas tous d'accord, voilà. Mais en tout cas là, moi ce qui me fait, mon avis, fait que Reichardt est une des cinéastes américaines les plus patientes, et c'est aussi pour ça que j'avais été un peu déçu et un peu sévère aussi peut-être sur First Co, c'est-à-dire que c'est pas n'importe qui. C'est une metteuse en scène qui peut être extrêmement précise, et donc j'ai une certaine exigence vis-à-vis d'elle, voilà, et je pense qu'il faut être exigeant avec les cinéastes qu'on aime. Et là, c'est intéressant, pour revenir presque, pour parasiter un peu la question que tu posais à Marin, moi j'ai l'impression que c'est plutôt un film c'est pas du tout, je dis pas du tout de manière péjorative, mais moi c'est un film dans la moyenne de Kelly Reichardt, c'est-à-dire c'est un film, je pense, si d'ailleurs je devais le classer dans sa filmographie, je le mettrais à peu près à la moitié, non pas parce que je trouve que c'est un film moyen, mais parce que c'est un film qui est très représentatif à la fois de la forme narrative, formelle qu'elle travaille, et aussi en termes de précision. Je pense que c'est un film à la fois plus immédiatement modeste dans ses ambitions que First Co, mais en même temps qui me semble beaucoup plus précis dans le détail des plans, et donc c'est pour ça, pour revenir à la question d'origine, pourquoi je préfère celui-ci au précédent. Et en même temps, on sent qu'il se place plutôt dans la dernière partie de sa filmographie. Je trouve qu'on sent vraiment, comme c'est un film dans lequel on voit beaucoup d'étudiants, que c'est le film d'une professeure, puisqu'elle enseigne à Bard College, et que je trouve qu'il y a une vraie tendresse dans la manière d'accueillir un peu toutes les trajectoires
des différents personnages. Et puis, il y a vraiment de très nombreux plans de coupe. Et, sur des personnages secondaires, sur c'est des quelque chose qui me marque quand je vois pas des personnages ouais, secondaires, des silhouettes. Et moi, je trouve que c'est justement jamais des figurants, quoi. C'est vraiment chaque plan de coupe est l'occasion pour un portrait rapide, voilà, pris dans un mouvement. Par exemple, je sais pas, un autre cinéaste peut-être pour faire un plan de coupe sur un cours de dessin où des personnes dessinent un nu aurait peut-être pas commencé le plan au moment où le modèle revient des toilettes en courant avec une serviette. Et c'est intéressant, on passe du mouvement comme ça un peu précipité, on a l'impression même dans un film de campus d'un personnage qui naviguerait dans les couloirs à moitié nu, et puis il se fixe nu pour prendre la pause et donc pour être figé. Donc on aurait ce rapport même de l'art qui essaye de capter toujours un peu entre les deux du mouvement. Pour rebrousser chemin sur cette question de la précision de la mise en scène et de la fixité du mouvement, effectivement, Lizzie est plutôt filmée avec des plans fixes à l'intérieur de sa maison parce qu'elle ne bouge pas vraiment. Et puis bien sûr il y a ce travelling inaugural sur Joe qui est très beau. Plus tard il y aura un travelling sur des skaters qu'on ne connaît pas d'ailleurs, encore une fois des figurants mais qui sont assez marquants, et le plan s'arrête avec Lizzie au bord de la route qui récupère des encombrants dont elle va servir pour ses sculptures, et il y aura comme ça plusieurs personnages. Il y a un point très beau aussi, je le précise, parce que je trouve que là il y a un truc de décalage qui est assez beau. C'est quand il me semble que c'est quand Joe a une espèce de fête à côté, ou je sais plus si uniquement c'est le soir de son exposition, et en fait il y a un moment où elle est en train de sculpter, il va y avoir un très léger panoramique où le bras de Lizzie va s'attarder sur le pigeon qu'elle caresse, et que là qu'il y aurait cette manière, donc où le personnage irait vers le mouvement, et d'une certaine manière ça sert à ça, le pigeon. Il n'y aurait pas qu'une visée purement allégorique, ce serait un personnage qui peu à peu irait de la fixité au mouvement. Il faudrait passer d'abord par une forme de fixité imposée à un corps en mouvement, précisément le pigeon, pour qu'elle-même puisse sortir de sa fixité et aller vers le mouvement, une espèce de mouvement comme ça un peu parallèle entre les deux. Oui, et en revoyant le film ce matin, j'ai été marqué justement par un des premiers mouvements vraiment stylisés qui met en scène Lizzie. C'est lorsque seule un soir sur le campus, elle va aller voir l'exposition de Joe qui vient d'être terminée, enfin l'installation vient d'être terminée, et comme ça quand elle rentre dans la salle, il y a un travelling avant qui l'accompagne et puis qui s'arrête pile après avoir dépassé le surcadrage des portes pour une petite séquence dont j'avais déjà parlé dans mon texte à Cannes, de pure épiphanie, où on sent que Lizzie, même si elle est très souvent désagréable avec sa voisine, la respecte en tant qu'artiste. Et il y a quelque chose de très beau qui revient souvent dans le film, c'est que Reichardt filme Lizzie à travers l'œuvre de Joe, puisque c'est une espèce d'installation comme ça, avec beaucoup de tissus flottants. Je crois d'ailleurs que la Tate Modern à Londres avait des espèces d'installations comme ça dans son hall l'an dernier. Et il y a plusieurs moments comme ça. Oui, les œuvres de Joe sont beaucoup plus dans l'art contemporain, tel qu'il est mis en avant et aujourd'hui. Beaucoup plus imposante aussi. Et il y a beaucoup de moments comme ça, c'est pas seulement à travers des œuvres d'art, mais où Lizzie est filmée au second plan, à travers quelque chose d'un peu inatteignable peut-être pour elle. Et tu parlais de la scène où elle rentre chez elle alors qu'il y a une soirée chez Joe. Elle est filmée depuis... Il y a un panoramique qui l'accompagne sur son perron où elle est filmée depuis le balcon où il y a la fête de Joe où elle n'a pas été invitée. Mais ce qui sera très beau, c'est que à la fin, quelque part, Joe, dont on comprend un peu entre les lignes, c'est jamais dit aussi très frontalement, mais que elles ont été plus amies que ça auparavant. Enfin, on sent qu'elles ont fait leur scolarité ensemble. En tout cas, il y a des indices là-dessus. Les anciennes élèves en fait de l'école. Voilà, c'est ça. Mais il y a par exemple, on voit que à la fin du film, Joe a l'air de bien connaître le père de Lizzie. Donc il faut forcément être un certain... Enfin, à ton père, il est tellement marrant. Oui, mais on l'a compris qu'elle l'a vu plusieurs fois. D'autres expositions, donc c'est pas forcément... Oui, bien sûr, mais en tout cas, voilà, c'est une relation qui date. Et il y a un détail que j'ai remarqué assez beau sur cette un peu réparation de l'amitié, c'est qu'il y a un plan miroir dans le film que j'avais pas remarqué, qui est que dans l'exposition, c'est deux petites filles qui vont enlever le bandage du pigeon sur le côté, le pigeon qui est posé près de la fenêtre. Oui, dans la dernière grande scène. Voilà, exactement. Et c'est un miroir parfait du moment où Lizzie et Joe ont ensemble mis le bandage autour du pigeon. Et il y a quelque part un peu cette... et d'ailleurs ensuite pour accompagner le pigeon,
Lizzie et Joe se retrouvent toutes seules devant la galerie et elles sont pile devant la fenêtre où il y a ces deux petites filles et il y a voilà il y a je trouve souvent des petits éléments comme ça assez discrets dans les films de Reichardt qui font que c'est assez chouette de les revoir. Et non, je t'assure, en fait, je suis pas d'accord. C'est pour compléter et tempérer, mais pas. Moi, je trouve qu'en renvoyant le film, justement, il reste du travail dans leur amitié. Ah oui, mais c'est même plus que ça. Moi, je trouve qu'il y a même quelque chose même d'assez. Je réutilise le terme haïtien de cruel. Je pense qu'il y a deux scènes qui fonctionnent notamment en miroir. C'est la première scène où Jo vient voir Lise alors qu'elle est en train de travailler, et en fait, elle se plaint uniquement d'un truc. Elle se plaint uniquement que son catalogue est pas prêt. Et elle est au second plan et elle est devant les statues de Lise et elle a un regard sur les statues de Lise. Elle dit rien à leur sujet. C'est quand même très étrange. Elle pourrait commenter potentiellement le travail et lui dire ah c'est vraiment pas mal, etc. Et il y a une autre scène où elle revient la voir et là elle lui est un petit peu plus redevable parce qu'elle lui a laissé le pigeon durant la journée et Lise a dû payer les frais de vétérinaire. Et là il y a un détail qui est vraiment cruel, c'est-à-dire qu'elles sont en train de négocier, elle lui a expliqué le prix qu'elle a payé, etc. Et là Jo regarde les œuvres et elle lui dit ah c'est beau, c'est merveilleux, c'est magnifique. Et puis surtout, il y a un petit temps de pause. Elle regarde Lise. Et en fait, on voit vraiment, d'une certaine manière, dans le regard qu'elle pose, avant de repartir sur le reste de la scène, que c'est vraiment une forme de concession. C'est-à-dire que là, c'est presque un espèce de geste. Je parle de tes œuvres pour quelque part faire passer la pilule. Et là, il y aurait quelque chose qui serait quand même un petit peu cruel sur la symétrie de leur relation et la manière dont aussi le personnage de Lise, on voit, est admiratif dans son regard et en même temps est un peu réservé en termes de compliments. D'ailleurs, elle ne va pas à l'exposition à part entière de son vernissage. On voit aussi que potentiellement elle passe un peu ses nerfs quand elle a une conversation frustrante avec sa mère, etc. Donc oui, je suis d'accord avec toi qu'il y aurait quelque chose vers la fin qui les réunirait, mais je suis pas sûr. C'est intéressant parce qu'on revient finalement sur une forme de semi-conflictualité, ce n'est pas vraiment le cas, ou de semi-désaccord, mais c'est-à-dire que pour moi, la question de l'articulation entre le mouvement, la vie, l'art, etc., se redouble avec ce duo de personnages, mais que le cheminement de l'amitié serait pas fondamentalement le fil conducteur du film. On a un léger désaccord là-dessus. J'exagère peut-être sur la réparation finale parce qu'il reste encore beaucoup de travail, mais disons qu'en tout cas le dernier plan, moi, à mon avis, marque quelque chose de cet ordre, puisque pour la première fois, elles vont avoir une discussion totalement désintéressées des deux côtés. Elles vont parler d'un autre artiste qu'elles connaissent en faisant un peu des blagues sur lui. Et voilà, ça n'aura pas à voir avec la chaudière, ni à l'école, ni chez elles, quoi. Voilà, ça n'aura pas à voir avec la chaudière, ça n'aura pas à voir avec leurs œuvres respectives. Donc il y a quelque part un début, en tout cas, de réparation. Leur échange se joue aussi dans leurs œuvres, c'est-à-dire que Lizzie se reconnaît dans cette grande toile là, de Joe, puisqu'on a cette espèce de plan comme ça qui est filmé de sorte à ce qu'elle s'imprime un petit peu dessus. Et puis il y a quand même aussi un moment, il me semble, que Joe regarde l'une des sculptures et dit ah c'est moi. Enfin, voilà. Elle se reconnaît dans l'une des sculptures de Lizzie, et Lizzie fait ça sans rien dire, et je trouve ce moment assez beau. Enfin, de toute façon, la dernière scène, une sorte de synthèse avec tous les personnages du film qui reviennent, qui jouent, enfin, voilà, concluent un petit peu leur propre cheminement. Dans tout le film, et pas seulement avec Lizzie, il y a quelque chose de très cruel sur les artistes et la façon dont ils ont de parler de leurs œuvres respectives et de se dire un peu la vérité. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup d'échanges assez superficiels sur les œuvres où juste on dira ah, c'est génial, c'est super, et il y a un peu une tension toujours où on attend le moment où Lizzie va dire merci, et elle le dit pas toujours. Parfois elle prend les compliments et elle continue à tirer la tronche même quand c'est la sculptrice un peu star là qui lui fait des compliments. Il y a tout un truc comme ça assez cruel sur les artistes, et est-ce qu'on leur dit la vérité un peu sur leurs œuvres. Et non, sur cette question de réparation finale où effectivement peut-être que j'en avais fait trop, il y a quelque chose d'aussi un peu cruel qui est que c'est un peu la seule relation qui évolue du film, puisque toutes les intrigues un peu annexes restent au statu quo à la fin du film. Le frère ne va toujours pas bien du tout. Les squatteurs assez terrifiants du père sont toujours chez lui et sont toujours autant squatteurs. Ce sont des gens en mouvement qui se sont arrêtés. Je trouve qu'il y a une vraie délicatesse de Reichardt à ne pas vouloir régler les choses et à accepter que la vie est parfois plus compliquée que les films, et à l'intégrer un peu à son cinéma. On peut conclure là-dessus, je pense. J'espère que contrairement aux artistes, on aura dit la vérité sur ce film, donc on aime beaucoup. On se retrouve, alors pas forcément le mois prochain, parce qu'il y a le Festival de Cannes, donc fin mai. Donc on va se retrouver surtout pour les Bulles cannoises. Vous avez vu ce format l'an dernier, donc on va le reprendre avec Étienne à la réalisation. Et puis je serai accompagné souvent de Marin et de Josué, évidemment. On remercie le Ciné 104 de nous avoir accueillis pour ce tournage. On vous dit à très vite.